Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Oh, mais c'est trop bien, j'avais jamais fait gaffe quoi. En 32 épisodes, c'était jamais arrivé, c'est la première fois. Ah, c'est énorme, attends. Ah ouais, c'est fou. Attends, mais je sais pas si t'as compris, en fait. Ouais, ce que je te propose, c'est qu'on en discute sur Discord, et comme ça on va juste faire l'épisode, on va se concentrer, puis on en reparle plus tard. Allez, le Contrecast, épisode 32, c'est parti. Le Contrecast, c'est quoi ? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous, et on commence toujours par un traditionnel tour de table avec... Non, attends, c'est pas possible. Mais non, mais... On avait dit qu'on faisait ça au mois d'août, mais on est en juillet là. Oh, ça va casser toute la... Bon, ok. C'est pas grave. Donc, petit imprévu, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, y a personne. On a déjà fait le coup l'an dernier pour l'épisode 21, vous le savez, hein, bien sûr, parce que vous êtes fidèles auditeurs auditrices de ce podcast. Et c'est le retour de la carte postale. Et on va écouter ces jolis petits messages que chaque membre de l'équipe nous a laissés pour parler d'un truc cool, forcément. Allez, on écoute ça tout de suite. Hello la team, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de vos vacances d'été si vous en avez. Du coup, je vous envoie ma petite carte postale coup de cœur qui n'est ni une série ni un jeu vidéo, mais qui est un film en fait pour qui j'avais aucune attente, Cruella. J'imagine que vous connaissez déjà la méchante des 101 Dalmatiens, mais sachez que le film est disponible depuis le 23 juin 2021 chez nous en France, et on a eu au casting Emma Stone pour le rôle de Cruella, mais aussi Emma Thompson dans le rôle de la baronne von Hellman. Alors le film, qu'est-ce qu'il raconte ? Alors dans un Londres des années 70, une jeune femme au nom d'Estella est résolue en fait à se faire de la place dans le monde de la mode. Et c'est une escroc pleine de talent et qui, dans ses aventures, se lie d'amitié avec deux comparses, Jasper et Horace. Et un jour, elle se fait remarquer par la baronne von Hellman, une grande icône de la mode, et petit à petit, elle va se muer à travers de nombreuses révélations en un personnage cruel et diabolique qu'on connaît tant, la fameuse Cruella. Alors moi qui m'attendais pas du tout, qui m'attendait à quelque chose ou encore qui s'attendait à un film plutôt niais, j'étais agréablement surprise de me trouver dans un film dans la lignée d'une Joker au féminin. Donc le film retrace la naissance de cette antagoniste qui au final est assez intéressante de par sa dualité et sa presque bipolarité, même si au départ il était plutôt difficile d'éprouver de la sympathie pour ce personnage. Mais là où c'est très fort, c'est qu'Emma Stone elle réussit par son jeu d'acteur, comme quoi aucun rôle ne lui résiste, ce tour de passe-passe, ce tour de force à nous faire augmenter ce capital sympathie à travers un univers et une relecture punk fort plaisante. Alors évidemment, la mise en scène, les plans, les choix de la bande sonore contribuent à vous faire passer un bon moment. Mais moi perso, j'ai adoré, donc je mettrais bien un bon 7 sur 10. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Salut l'équipe, j'espère que tout va bien. C'est les vacances et moi de mon côté, je reprends un bouquin que j'ai commencé l'année dernière et que je finis seulement maintenant. Ce bouquin, c'est Dune de Frank Herbert, un bouquin qui est paru en 1965. Pour ceux qui connaissent pas cette œuvre, ça nous raconte l'histoire de Paul Atreides, l'héritier d'une famille noble qui se retrouve à avoir un rôle hyper important dans la gestion de l'épice. Alors l'épice, qu'est-ce que c'est ? C'est un mélange un peu magique qui accroît la longévité et qui permet de replier l'espace, qui permet aux navigateurs des guildes commerciales de se déplacer en tout point dans l'espace hyper vite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, l'épice existe sur une seule planète dans tout l'univers. C'est une planète désolée et aride, et cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune. Voilà, pour ceux qui connaissent pas l'œuvre, Dune, on est
entre le space opéra, la science-fiction et aussi beaucoup emprunt du monde féodal. On a des ducs, des empereurs, on a des castes aussi très importantes. Moi, ce que j'adore dans cet univers, c'est l'invention de la caste des Bene Gesserit. C'est des femmes qui sont formées à la fois sorcières, à la fois un peu bonnes sœurs, en même temps concubines. C'est des personnages hyper puissants, hyper importants, qui font peur et qui ont un rôle politique hyper important. Il y a les Mentat aussi, qui sont des personnes pareil formées, hyper intelligentes, limite à intelligence artificielle, et qui ont un rôle de conseil politique et martial très très important auprès des familles nobles. Et moi, cet univers, je l'ai découvert évidemment à travers le film de David Lynch quand j'étais ado. Alors, c'est pas le meilleur film de Lynch, mais esthétiquement, c'est absolument dingue. C'est ce que j'aime retrouver en lisant le bouquin. C'est pas hyper bien écrit, peut-être que c'est pas bien traduit, tout simplement. Faudrait que j'essaye de le lire en anglais. En tout cas, c'est trop bien de me replonger vraiment dans tout l'univers de Dune, creuser un petit peu, toutes ces castes, un peu plus toute l'histoire de cet univers. Et surtout, c'est l'occasion de patienter avant le 15 septembre et la sortie du prochain Dune qu'on attend tous depuis bien longtemps. Écoutez, j'espère que vous ça va et moi je m'en vais retrouver l'océan et puis courir dans les dunes. Allez, salut. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous passez de super vacances avec ce beau soleil de juillet qu'on kiffe tous. Pour cette fin de saison, je vous écris encore une petite carte postale, comme on a l'habitude de le faire chaque saison maintenant depuis 1 an, 2 ans, je sais plus, bref, on s'en fout. Que vous dire, je vais vous parler d'une série que j'ai finie il n'y a pas très longtemps. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que que je l'ai fini, que ça m'a brisé le cœur. Je vous parle de The Americans, qui est une série qui date de 2013. Je l'ai découvert il y a un petit moment sur Netflix. Ils avaient que les 2 premières saisons à l'époque et que j'avais dévoré et j'avais enterré ma frustration jusqu'à voir la fin de la série qui comporte 6 saisons. C'est une série qui se déroule pendant les années 80. En fait, ça suit l'histoire d'un couple américain, marié, 2 enfants, tout se passe super bien jusqu'à ce qu'on comprenne très vite qu'ils sont en fait un couple d'espions pour le KGB, donc pour les Russes, pendant les années 80, donc en pleine fin de la guerre froide. Je ne sais pas comment la décrire cette série à part dire, regardez-la, elle est vraiment merveilleuse. Il y a 6 saisons, environ d'une dizaine, 10-12 épisodes par saison environ. La dernière saison, on fait que 10. La série est complètement folle parce qu'on suit vraiment le KGB à travers leurs yeux, à travers l'ambassade du KGB qui est aux États-Unis, l'ambassade de Russes qui est du RSS à l'époque qui est aux États-Unis. Et c'est complètement fou, sachant que les enfants qu'ils ont ne sont absolument pas au courant, bien sûr, que leurs parents sont des espions à la solde du bloc Est. Et on va suivre ça. Dès le début, on a leur voisin qui emménage à côté de chez eux, qui est un agent du FBI, bien entendu. Donc, tu as tous les éléments dès le début qui vont créer des dilemmes absolument merveilleux pour ce couple. Et surtout, on a leur vision du monde de l'époque, du côté bloc Est, en fait, qui se contredit avec le côté bloc Ouest, parce qu'eux vivent depuis des dizaines d'années aux États-Unis, et du coup, leur envie ont changé, leur vision du monde a changé. Il y a plein de choses qui créent des dilemmes internes, des dilemmes dans le couple, qui sont assez fortes. Peut-être qu'il y a un côté un peu idéalisé du mot espion derrière tout ça, mais en tout cas, ouais, j'imagine pas l'horreur que ça devait être de vivre ce genre de situation. Bref. Ce couple-là va évoluer au travers des 6 saisons. J'ai vraiment pas envie d'en dire beaucoup parce que c'est fou, à part le premier épisode qui est assez fort, parce qu'on a déjà un dilemme dans le couple avec le mec
donc il s'appelle Philip Jennings, le personnage, et sa femme Elizabeth. Lui, en fait, a envie de se vendre aux Américains pour pouvoir se faire des millions de dollars en information et vivre enfin le rêve américain comme il a toujours rêvé. Elle refuse catégoriquement parce qu'elle est... elle est idéaliste et elle pense que effectivement l'URSS doit survivre et n'a pas le droit de perdre. Elle croit au pays, à la mère patrie. Et voilà, leur vision va évoluer, leur vie de famille va évoluer, tout ça, ça va être assez fou. Et je peux que vous motiver à la regarder parce que le moindre truc que je vais vous dire en plus va être un spoil. Mais vraiment, c'est magnifique. Enfin, moi, elle m'a tordu le cœur dans tous les sens. Les deux acteurs, Matthew Rhys et Kerry Russell, donc, sont absolument merveilleux, mais tous sont fous. Le gars qui joue le FBI est vraiment dingue. Enfin, vraiment, c'est assez fou. Toutes les histoires sont magnifiques. Que dire de plus à part regarder là, elle a pas trop mal vieilli. Je trouve en plus ça se passe vraiment dans les années 80, donc toute l'ambiance des années 80 est assez folle. Moi, ça m'a permis de fact-checker plein de trucs sur Wikipédia au fur et à mesure sur la guerre froide, sur qui était qui, ce qui s'est vraiment passé. Putain, et ça nous replonge dans une période qu'on a, enfin moi que j'ai mal vécu parce que j'étais gamin et du coup j'aurais pas voulu vivre, je pense, ni côté US ni côté soviétique. Bref, c'est complètement fou. Petite pépite que je viens de découvrir en regardant vite fait ce qu'avaient fait les autres acteurs. Kerry Russell, donc la nana qui joue Elizabeth Jennings, a joué en plus, et ça c'est un petit plaisir perso, elle a joué dans l'épisode 9 de Star Wars, a joué comment elle s'appelle, Zori Bliss, donc la mercenaire chasseuse de primes qu'il y a avec ses deux flingues pirates trop stylées. Donc j'étais content de voir que elle a joué dans Star Wars, parce qu'en plus j'adore l'actrice, vraiment, elle a un regard de ouf, et son jeu d'actrice est vraiment ouf. Vraiment, moi, elle m'a fait flipper des dizaines de fois dans la série, donc voilà. Que dire d'autre? Je sais pas, vraiment, regardez-la. J'ai l'impression de pas en avoir parlé, d'avoir plus parlé que ce que j'avais ressenti, mais ouais, regardez-la, elle est folle. 6 saisons, on les voit pas passer. Faut savoir profiter avec des hauts et des bas monstrueux. Il n'y a pas de temps mort. Chaque moment est fou parce que eux créent des liens et doivent jouer avec aussi leurs sentiments et le sentiment des autres, et ça les met dans des situations parfois assez hardcore. J'aurais pas voulu vivre ça. Et voilà, c'est vraiment le beau côté, le côté très humain de l'espionnage, je pense qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bref, regardez cette série, c'est magnifique. 6 saisons, vous avez le temps avant la rentrée de la regarder, franchement, avec un épisode par semaine, un épisode par jour. Non, 2 épisodes par jour. Je pense qu'avec 2 épisodes par jour, vous arriverez à la fin de la saison 6, avant la rentrée de septembre. Et franchement, ça les vaut largement. Voilà, j'espère que vous allez kiffer vos vacances. On se retrouve à la rentrée pour plus de bonnes choses. Et puis voilà, je sais, j'ai plus de passion dans la voix là, parce qu'en vrai, moi, je vais bosser tous les vacances. Bravo. Franchement, tout l'été, je vais être au boulot. Ciao. Coucou les potes, j'espère que tout le monde va bien. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai manqué à l'appel, mais je déménage entre deux, alors c'est un peu compliqué en ce moment. Je vous laisse un message pour prendre de vos nouvelles d'abord, mais aussi vous parler d'un jeu auquel j'ai joué récemment. Je me suis lancée sur It Takes Two, vous savez, le jeu d'aventure plateforme en coop sorti en mars de cette année. Et ben, c'est de la bombe. Le jeu est développé par les studios Hazelight, qui ont aussi bossé sur A Way Out, et dont le fondateur Joseph Fares a bossé sur Brother, A Tale of Two Sons, qui a été primé une centaine de fois. Je pense que ça vous donne une idée du genre de jeu auquel vous aurez affaire. Pour vous pitcher ça rapidement, les joueurs jouent le rôle de May et Cody, 2 parents au bord de la séparation. Sauf que notre fille, Rose, se retrouve témoin des scènes de ménage du couple et va nous lancer un sort et nous transporter dans un monde où l'on devient tous les deux des poupées à la merci de son imaginaire. L'idée, c'est que l'aventure que l'on va vivre nous permettra d'identifier en fait les problèmes rencontrés par May et Cody durant la relation et de reconstruire ce qui a été brisé. Les épreuves auxquelles nos protagonistes vont faire face vont être challengeantes et nous conduire à travers des univers complexes et remplis de magie. La DA est juste époustouflante. Ça fait partie des jeux où la découverte de l'environnement est d'autant plus intéressante que les cinématiques qui rythment la story. Tous les personnages sont animés en motion capture, ou du moins les principaux, ce qui donne lieu à un panel d'expressions ultra exhaustif et ce qui offre vraiment
un côté ultra attachant et réaliste au personnage. Tous les détails sont vraiment un régal pour les yeux et c'est jouissif. Il y a vraiment un niveau de détail sur le game design qui est vraiment super bien travaillé. Côté dialogue, il y a un personnage qui fait office de guide tout le long de l'aventure, qui s'appelle Dr Hakim. Vous allez voir, je vous en dis pas plus, mais qui est vraiment super drôle et qui donne un peu de peps à la globalité du jeu. C'est loin d'être exigeant niveau gameplay, mais on a à chaque fois une phase de découverte du monde et de prise en main avec quelques pouvoirs qui seront spécifiques à chaque chapitre, et une phase de boss pour clôturer chaque épisode. Je l'ai fini hier soir et je suis conquise à 100%. Si vous l'avez pas déjà fait, foncez dessus. C'est dispo sur Origin, Steam, console, Switch, enfin bref, un peu partout. C'est entre 25 et 30 € selon la plateforme. Et voilà. Et en attendant, je pense à vous très très fort et j'espère vous revoir à la rentrée pour un nouvel épisode du Contrecast. Des bisous et un bon été à tous. Hey, salut l'équipe. Je tombe sur le répondeur. Ouais, j'étais super excité là. J'étais sur la plage à Perros-Guirec, tranquille. Et en fait, j'ai bingé une série de ouf, enfin comme un ouf plutôt, pendant toutes les vacances. Mais je sens que vous allez vous foutre de ma gueule. En fait, cette série, c'est New Amsterdam sur Netflix. C'est un peu comme un urgence, quoi. C'est comme à la vieille époque. C'est-à-dire qu'en fait, ça parle de l'hôpital public qui s'appelle New Amsterdam à New York. Et du coup, tu as un nouveau directeur d'hôpital qui apparemment a des méthodes un peu révolutionnaires et un peu funky, ouais, en roue libre, quoi, le mec, qui s'est occupé de plusieurs hôpitaux, dont à Chinatown, qui n'avait pas d'argent et qui a réussi, grâce à des méthodes un peu révolutionnaires, tout ça, en fait, à redresser tout ça et à avoir des soins de ouf et des idées assez incroyables. Voilà, et puis en fait, le mec arrive, il est habillé en scrubs. Je savais pas, d'ailleurs, j'ai appris que c'était ça, d'où l'autre série du même nom venait de ça. En fait, c'est les habits d'infirmier ou de médecin, là, en bleu. Ce qui est déjà ouf, parce qu'en fait, pour un directeur d'hôpital, normalement, on s'attend à un mec en costume, qui est tout le temps dans son bureau. Et en fait, non, le mec, il est là, hyper motivé, prêt à soigner tout le monde et prêt à tout révolutionner. Il arrive et dès le premier épisode, il fait réunir tout le monde. Tous les médecins, tout ça, et il vire, c'est pas compliqué, tout le service de cardiologie. Bim, allez, hop, tous dehors, machin, les mecs ils font what, etc. Le mec il marque sa empreinte, sa patte, etc. Bref, bon, et après, c'est un peu style épisode of the week, là, enfin Monster of the Week. C'est-à-dire qu'il va se passer des choses à chaque épisode qui vont être résolues dans l'épisode, sauf évidemment certains fils rouges assez importants, comme le fait que ce mec-là, Max Goodwin, donc le nouveau directeur de l'hôpital, a un cancer de la gorge et sa femme il est séparé plus ou moins avec elle parce qu'il a accepté le boulot à New Amsterdam alors qu'il devait dégager du temps pour sa famille, etc. Bref. Un peu classique, entre guillemets, parce que en fait, non, parce qu'aborder le cancer, justement, c'est pas classique. Et du coup, c'est ça en fait qui m'intéresse dans cette série, c'est que ça aborde des choses qui sont pas classiques qu'on voit dans les séries américaines. Et pourquoi ? Parce que c'est une série de gauche. Et oui, c'est une série de gauche, cette série. C'est assez ouf. Ça parle que de soins pour tous, de mutuelles pour tous, des problèmes des assurances complètement pétés aux États-Unis, des problèmes des mutuelles complètement pétés aux États-Unis, que tout le monde n'a pas accès à la médecine, que ça coûte très cher, qu'il y a des gens qui ne se soignent pas parce que justement leur système de santé est pourri, qu'il faut mieux traiter les gens dans les hôpitaux, que ce soit du balayeur jusqu'au plus haut doyen, etc. Que même si c'est un hôpital public, il est sur des fonds privés de millionnaires qui n'y connaissent absolument rien à la médecine, ce genre de truc. Enfin, ça aborde 40 000 sujets vraiment de société et de trucs dont on n'a pas l'habitude de voir aux États-Unis et qui concernent de près et de loin la France. Pas vraiment parce que eux, ils ont vraiment des problèmes particuliers tout tourne autour de la thune, en fait. C'est vraiment ça. C'est assez ouf, sauf que nous, on s'en aperçoit parce qu'on a la sécu, etc. Mais eux, ils sont à 10 000 lieues de ça. Et donc voilà, en fait, c'est une série qui fout des gros coups de pied dans, on va dire, la bienséance américaine et surtout ce que nous, on peut percevoir de ce qu'on voit aux États-Unis, qui est plutôt une société libérale
voilà, et qui tout le monde doit se démerder en fait. On doit bosser, on doit se démerder, et tout ce qui commence à être un peu social, c'est communiste, c'est les sales Frenchies qui font ça, etc. C'est la peur sur la ville, quoi. Et donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant, parce que même si la forme de la série, elle est parfois un peu cheap et un peu, je sais pas comment décrire ça, comme une série, comme on attend d'une série américaine, c'est-à-dire avec beaucoup de poncifs, une façon de jouer pour plein d'acteurs qui est complètement américaine. On peut pas, voilà, ils ont leur façon de faire, ils ont leur façon de jouer l'émotion, ils ont leur façon de jouer l'étonnement, ce genre de choses. Voilà, c'est des écoles très, voilà. Si on est habitué à ça, on sort pas de ça. Et c'est un peu dommage parce que du coup, on n'est pas sur quelque chose d'original dans le jeu. Voilà, c'est pas une série indépendante. On est bien sur du mainstream. On est bien sur comment ça s'appelle, des résolutions de problèmes qui sont hyper rapides parce que voilà, tout doit se faire dans un épisode. Donc quelqu'un arrive avec un problème au cœur, il est opéré dans la foulée. Et voilà, 10 minutes après, il y a quelqu'un qui lui fait un câlin sur sa plaie béante et lui, il va tout bien, il est tout gentil. Donc voilà, au niveau de la réal et tout ça, au niveau du réalisme, c'est pas ouf. Il y a plein de raccourcis, il y a plein de maladresses, etc. Mais les sujets de fond sont intéressants. Voilà, c'est un peu révolutionnaire pour je trouve ce genre de série. Je pense que c'est des trucs dans Urgence à l'époque, ça aurait pu faire, ça aurait fait bizarre, quoi. Donc voilà, et pourtant j'arrête pas de me dire que cette série c'est pas ouf au niveau forcément de l'acting, ça dépend des fois. Et même au niveau de la réal, il y a quelques petits coups de génie parfois dans la façon de filmer ou de monter l'épisode, mais c'est pas ouf. Mais ça marche. Les personnages sont attachants, les histoires personnelles sont quand même aussi attachantes. On a envie de savoir en fait comment ça va se passer, par exemple pour le personnage principal qui a un putain de cancer. Est-ce qu'il va crever? Est-ce qu'il va réussir à gérer sa soif de toujours aider tout le monde en faisant tout et n'importe quoi, en mettant des coups de pied dans l'infirmière en permanence? Est-ce qu'il va réussir à s'occuper de son gamin, tout ça? Plein d'autres trucs à côté, parce qu'il y a plein de choses. Ça aborde la PMA, ça aborde les couples homosexuels, ça aborde les PTSD, ça aborde les traumatismes vis-à-vis des attentats et leurs espèces de peur qu'il y a dans les écoles. Ça aborde tellement de choses. En fait, c'est ça qui est ouf, c'est que ça aborde plein de sujets différents, et même si le traitement parfois est un peu maladroit ou trop vite résolu, parce qu'il faut le résoudre en 40 minutes ou 50, je sais plus exactement, voilà, c'est pas parfait. Mais en tout cas, ça les aborde. Ça aborde l'addiction, ça aborde plein de trucs. Enfin, je pourrais vous citer 50 000 sujets comme ça qui sont abordés dans cette série. C'est fou. C'est complètement fou. Et donc voilà, essayez peut-être d'en regarder un ou deux, voir si vous accrochez, et peut-être comme moi, de mettre un peu le côté réel ou le côté jeu américain un peu trop classique de côté. Et puis voilà. Puis aussi, c'est une série où on chiale beaucoup, voilà, qui est très émotive, très émotionnelle, pardon. Et voilà. Donc, une série américaine qui parle de médecine et qu'avec quasiment que des sujets de gauche, je trouve que c'est pas mal, ça vaut le coup. Et je l'ai bouffé entièrement, et je pense que je vais me bouffer la saison 2 pareil, comme un gros malade. Donc voilà. J'espère que vous passez tous de très bonnes vacances. Moi, j'ai hâte de vous retrouver dans le studio. Un gros bisou à tous les auditeurs et à tous les patronautes. Et puis, sur ce, moi, je vais retourner me balader et bronzer. Oui, on monte en Grande-Bretagne. Je sais, c'est pas possible, mais si, je vous assure. Allez, bis à tous. Salut. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour, on a écouté le dernier là, donc c'est cool, c'est cool de savoir que tout le monde va bien, en tout cas ça c'est la principale chose, et c'est con parce que finalement je vais pas avoir l'occasion de vous parler de mon craquage par exemple pour la collection de cartes Panini de l'Euro 2020, enfin celui de 2021. Vous savez, où la France... non, on s'en fout. Enfin, en tout cas, j'arrive au bout, là, il me manque 15 cartes, mais bon, bref, je vais pas vous en parler, comme que je suis retombé dans l'addiction des cartes. J'en ai déjà parlé dans un podcast d'avant, si vous écoutez, vous le savez. Je vais pas non plus vous parler de mon addiction à Binding of Isaac, où je me suis remis dessus, mais à fond, j'essaie de tout faire avec tous les persos. Je commence presque même...
peut-être le dire, à être un petit peu chaud sur le jeu, mais bref, j'aimerais bien tout faire avant la sortie de Repentance sur console. Donc on en reparlera peut-être ou pas, et je vous parlerai pas non plus de mon appartement, parce que c'est pas intéressant de savoir que je suis en train de faire les travaux pour avoir une trop jolie salle de bain. Bref, voilà, chacun son été de juillet 2021. Ce que je vous propose, déjà, c'est de remercier toute la team pour ces fabuleux messages. C'est cool quand même d'avoir pris de votre temps et d'avoir de vos nouvelles. Bien sûr, on reviendra très vite dans un épisode plus traditionnel. Et en attendant, vous pouvez toujours vous abonner. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur n'importe quelle autre application de podcast. Ou alors, vous pouvez vous mettre un rappel mensuel pour dire « mais j'ai pas écouté ce mois-ci le Contrecast ». Comme ça... Voilà, ça marche aussi sur n'importe quel agenda, papier ou électronique, je vous laisse décider. Bien évidemment que Truss n'est pas là, mais nous joignons tous les deux pour dire faut mettre 5 étoiles. J'ai pas réfléchi à une petite blague traditionnelle, mais on s'en fout, parce que peut-être que ça fait 5 minutes de temps de parole en tout que j'aurais eu. Donc 5 étoiles, ça fait 5 toujours. Donc c'est tout ce qui compte sur Apple Podcast. Non, on rigole, mais c'est toujours cool si vous pouvez faire ça, parce que ça nous rend un service. Au même titre que d'aller voir ce qui se passe côté Patreon, il y a un petit lien dans la description. Si vous voulez nous soutenir, voilà, même si cet épisode est un petit peu plus court que d'habitude, ça n'empêche pas, si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours fort apprécié. Dans tous les cas, on se retrouve le mois prochain pour un épisode normalement un peu plus traditionnel. On vous embrasse, à très vite.